Nous sommes le 1er janvier 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nos meilleurs vœux pour ce début d'année 2025. Peuple d'Afrique, c'est dans ce cadre que nous avons suivi beaucoup de discours à la nation hier. Vous savez, l'Afrique souvent, ça fait pitié certains dirigeants africains. Beaucoup ont fait leur discours. Nous avons vu aussi le président, le doyen Paul Biya. Bon, vraiment, je vais demander au président de renoncer. Il est vraiment fatigué, il est dépassé. Il faudrait... C'est quoi cette histoire en Afrique? On ne comprend pas. Et la France est là en train de nous mentir avec cette question, mais les impérialistes avec cette question de démocratie. Et ils reçoivent des Paul Biya, tous ces mondes-là, un peu partout. Ils sont vraiment fatigués. Il faut souvent permettre à tous ces présidents de se reposer. Les Denis Sassou Nguesso, mais ils sont dépassés. Denis Sassou Nguesso est aux affaires depuis nous-mêmes, nous ne sommes pas nés. Et il est revenu après, dans les années 97. Depuis là, il est au pouvoir et lui, c'est les démocrates tout fait. Parce qu'il pompe le pétrole congolais pour la France. Denis Sassou Nguesso, tant qu'il va continuer à pomper le pétrole pour la France et non pour les Congolais, il est garanti de rester au pouvoir et même de finir ses jours au pouvoir. C'est ainsi avec eux. Il n'est pas laissé, il y a beaucoup de présidents comme ça. Nous voyons Kagame qui prépare son fils, Yann Kagame. Le jour où il ne serait pas là, ce dernier va sans doute prendre le pouvoir. Il est déjà le grand boss de la sécurité présidentielle. Donc Yann Kagame il se forme autour de son père. En fait, tant qu'on fait les affaires des impérialistes, on est assuré d'être un monarque au pouvoir. C'est comme ça que Komar Bongo est mort au pouvoir. C'est comme ça que beaucoup ont passé tout leur temps au pouvoir. Les Eyadema du Togo. Tant qu'on fait les affaires des impérialistes, on peut mourir au pouvoir. Mais si on ne fait pas leurs affaires, on sera combattu durant tout son exercice de pouvoir. Pour terminer avec le sort de Kadhafi. Ou même pas faire 5 ans, 4 ans à peine, comme Thomas Sankara. Être éliminé très tôt, quand on ne fait pas leurs affaires. Tout faire, lancer une chasse à l'homme, comme contre Mariam Wabi, pour l'éliminer. C'est comme ça, tant que c'est soit on est pour les impérialistes, on fait leurs affaires comme les Kagame, ils sont des démocrates. Kagame au pouvoir, depuis nous autres, nous sommes très petits. Mais lui, c'est vraiment... Lui aussi, il a été président de l'Union africaine. Tous ceux qui font leurs affaires peuvent diriger l'Union africaine. Mais tous ceux qui s'opposent à eux doivent être suspendus des instances sous-régionales, des instances régionales. On est un peu dans ce monde-là. Dans ce cadre, nous avons suivi les discours de certains présidents ici en Afrique de l'Ouest, notamment le président Alassane Draman Ouattara. J'ai dit président. Bon. Les discours d'Alassane Draman Ouattara. Il a fait un discours. Il est content. Si j'ai bien suivi son discours, ça tourne en grande partie autour peut-être de l'endettement exponentiel. Ben là n'est pas le problème. Là où il y a problème, c'est que Alassane Draman Ouattara et Diomaye Faye et celui du Tchad. Et on nous l'avait dit, hein. Ce qui nous avait dit au départ, ah non, ça ne peut pas être possible et autres. Finalement, je pense que l'État nous donne raison. On avait laissé entendre que finalement, même au niveau de la Côte d'Ivoire, les militaires français vont devoir partir, vont devoir réduire leur effectif considérablement. Vous vous souvenez de cela? Quand il était question du Sénégal et du Tchad, j'ai dit, mais les deux ne sont même pas coordonnés. Pourquoi on annonce les deux à la fois? Or, il y avait à peine un mois, le président du Tchad a appelé à l'aide de la communauté internationale. Il y avait à peine un mois. Et de l'autre côté, celui du Sénégal, on a envoyé un média français. C'est un média français qui est venu. Et Diomaye Faye a donné son interview. Ah, non, mais il est jaloux, il ne veut pas voir. J'ai dit, jaloux de qui? Non, on a tellement soutenu. Je suis prêt à continuer à soutenir. On a tellement soutenu. Tant que c'est dans le sens de la libération de l'Afrique, on est très cohérent. On n'est pas dans des trucs de personnes. Si les dirigeants de l'AS dévient de leur trajectoire, des soutiens de l'Afrique, on n'est pas avec eux. Nous, on est avec tout le monde qui se bat pour la dignité de l'Africain en tant que tel. Toute personne qui veut caresser les impérialistes et autres, on n'est pas avec vous. Que les choses soient très claires. J'ai tout en dit.
Si demain Alassane Dramane Ouattara se met réellement à défendre les Africains contre ces impérialistes-là, je vais les soutenir fermement. Nous ne sommes pas dans les trucs des personnes. C'est une ligne idéologique qui est là. Et on avait dit, on l'avait annoncé, que ce sont les militaires français qui sont en difficulté économique. Et qu'ils ne peuvent plus entretenir ces bases. D'ailleurs, ça rentre dans le cadre d'un discours qu'Emmanuel Macron avait fait. Emmanuel Macron avait dit qu'ils vont revoir leur dispositif. Et le général Abdourahmane Tiani du Niger était revenu là-dessus. Ils vont partir sans partir. Et ce qui confirme cela, c'est le général français, le général Castres. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi. Le général Castres dit que ils doivent garder des militaires français en Afrique, mais tout en devenant invisibles. Avoir des militaires, mais tout en étant invisibles. C'est l'approche qui a été... C'est pourquoi vous allez remarquer, de tous ceux qui disent qu'il faudrait laisser telle base ou bien il faudrait faire ceci, si vous remarquez, il n'est jamais question de fermer les bases françaises. On parle souvent de rétrocession, plus de militaires étrangers, mais des bases là sont données un peu comme on va dire en bail. Ça ne dit pas son nom, mais c'est un peu cela. Ils ont toujours certains pouvoirs sur les bases qu'ils ont quittées. Demandez au président là d'en parler, que c'est moi qui ai dit cela. Et je les défie. Ils vont les garder. Or, nous, on veut qu'en réalité, qu'ils dégagent totalement. Mais on avait salué. Parce qu'on a dit c'est déjà bon pour un début. C'est le début de quelque chose. Et ça sent bon. Parce que finalement, nous-mêmes, Africains, nous allons prendre le courage. Nous allons prendre notre courage à main. Finalement, Diomafa et autres, ils vont s'affirmer carrément. Tout commence lentement, même dans les pays de l'AS. C'est là qu'on avait salué. Mais la manœuvre de la France, il est de notre devoir d'étaler ça au grand public. Et on ne doit pas accepter que la France veut nous faire payer ses bases militaires pour les mêmes objectifs. Ça ne colle pas. Parce que c'est quoi l'idée derrière? Ouattara dit, c'est de manière concertée et organisée. On peut donner un contenu à cela, qui veut dire un retrait de manière concertée et organisée. Et pourtant, au début de sa phrase, il a dit, décide. Donc c'est une décision. Une décision en ce moment, c'est une décision. Mais quand il dit c'est de manière concertée et organisée, donc ce n'est même pas une décision en tant que telle, mais c'est de commun accord avec la partie française. Et si c'est de commun accord, c'est quoi l'alliance? C'est quoi le contenu? Et partout et autres, Diomafa et autres, il parle bien sûr de revoir les accords de défense et autres. Même celui du Tchad a tellement insisté là-dessus. Ils vont revenir sur une autre forme d'accord. C'est bien pour un début. Nous espérons qu'il y aura d'autres Africains qui vont fermer définitivement ces bases ou qui vont totalement nationaliser ces bases. Même les quelques militaires qui restent sur place comme des conseillers, des formateurs, il faut les dégager. Ils vont nous dire, mais chaque pays est libre d'avoir des partenariats. Il n'y a aucun pays africain qui a des partenariats avec la France. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se tromper. Elle ne reconnaît même pas la colonisation d'abord. Il y a quel partenariat dans ça? Elle ne reconnaît pas le néocolonialisme qu'elle est en train de nous faire subir. Il y a quel partenariat? Et encore dans beaucoup de ces pays, il y a encore des fonctionnaires macroniens dans toutes les administrations. Oui, des antennes relais. Ce sont en réalité des agents de la DGSE qui rendent compte de tout ce qui se passe au niveau des différents ministères. Et ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils étaient là au Mali. Ils étaient au niveau de tous les ministères. On les appelait comment même des... Il y a une appellation spécifique là. Aidez-nous avec ça dans les commentaires là. Ça m'échappe là. Donc il y a un vocabulaire spécifique pour ces agents de la DGSE qui sont tapis dans les administrations publiques ici. Donc pour nous, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours maintenir ces pays sous tutelle militaire de la France. Donc ce qui empêche ces pays d'avoir des armées solides. Regardez de tous ces pays, lesquels peuvent aujourd'hui s'offrir des drones comme Akinci et autres, avoir suffisamment de moyens de défense. Ça, la France en a peur. Donc il faudrait que ces pays prennent leur courage à bras le corps, s'offrir
des matériels très très sophistiqués de défense, de sécurité, pour qu'on tourne c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat entre la junte macronienne et un pays africain. C'est se mentir. Il n'y a pas de partenariat. Parce qu'ils sont convaincus, la junte macronienne, pour elle, elle doit se nourrir des Africains. Si les Africains sont forts, c'est une menace stratégique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les politiciens du pays de Macron qui le disent. J'ai suivi une fois l'interview d'un d'entre eux qui disait que la démographie, la démographie africaine est une menace pour eux, pour l'Europe. Mais je dis en quoi? Vous êtes sur votre continent, nous sommes chez nous ici. Si vous voulez, dites qu'on ne parle plus chez vous, d'accord, mais laissez-nous au moins nous multiplier aussi. La démographie chinoise n'est pas une menace pour l'Europe. La démographie indienne, qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde, n'est pas une menace pour l'Europe. C'est tout un continent comme l'Afrique, et qui a tout pour être le continent le plus peuplé au monde. On dit que notre démographie est une menace pour eux. Parce que plus nous sommes nombreux, plus nous devenons forts. Plus nous sommes nombreux, plus nous combattre sera difficile. Plus nous sommes nombreux, plus nous imposer des choses, ça serait compliqué. Voici là où nous en sommes. Donc pour beaucoup d'entre eux, nous devons rester des gens faibles, des gens colonisables, des gens manipulables. Nous devons être toujours à leur merci. Parce que plus les Africains deviennent nombreux, plus les Africains ont la capacité, ont la force de contrôler les ressources africaines. C'est une menace pour eux. Parce que plus nous devenons nombreux, plus nous allons exprimer de plus en plus de besoins. Plus en matière du coton, on va avoir beaucoup plus de besoin de coton, ça menace leur industrie. Plus en matière d'hydrocarbures, le besoin va s'exprimer de raffiner tout cela ici en Afrique. Ça va faire former leurs industries là-bas. C'est une menace pour eux. Plus nous devenons nombreux, plus les menaces seront accentuées autour de nous, plus nous allons sentir le besoin d'améliorer notre outil de défense, c'est-à-dire nos armées. Et là encore, c'est une menace pour eux, parce que nous n'aurons plus à acheter des armes chez eux. Or, jusqu'à présent, ils vendent des minables armes à certains gouvernements, et des minables armes aussi aux fameux terroristes qu'ils appellent groupes rebelles ou bien djihadistes. Ça dépend de leur ambition géopolitique vis-à-vis de cet État en question, de leur positionnement. Et entre nous, Africains, il y a un Africain qui se comporte en rebelle, un autre qui se comporte en militaire, un autre qui est de l'armée régulière, et puis on s'entretue avec des armes qui ne sont pas fabriquées en Afrique, avec des munitions qui ne sont pas fabriquées en Afrique, mais jusqu'à quand nous, Africains, on ne va pas comprendre. Macron a créé sur tous les toits que la Russie ne devait pas amener la guerre en Europe. Mais Macron dit aux gens de la CEDEAO, mettez-vous ensemble, allez faire la guerre au Niger, je vais vous appuyer. Donc en Europe, les gens ne méritent pas, ne doivent pas mourir de la guerre. Mais pour Macron, c'est très normal que cela se passe en Afrique pour garantir les intérêts énergétiques de la junte macronienne. Qu'est-ce que les Africains ne veulent pas comprendre? Et pendant ce temps, il y a des Africains qui portent des couvertures, des draps. Moi, je suis démocrate. Moi, je respecte les droits de l'homme. Moi, je suis comme ça. Je suis le bon descendant de Napoléon. D'autres, tu as régné Napoléon, on doit te sanctionner. On doit te faire ceci, on doit te... Mais Napoléon, là même, il était un capitaine. Il a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. C'est des choses incontestables. Napoléon a bel et bien fait un coup d'État. De Gaulle a fait un coup d'État. Tous les grands hommes de l'histoire de la France, leur premier grand homme qu'ils appellent Clovis, qui était-il? Il faisait partie de ce qu'on appelle les barbares. Les barbares, ce sont les seigneurs de guerre. Autrefois, au niveau de l'Empire romain et dans d'autres empires là-bas. Donc, c'est l'équivalent aujourd'hui des rebelles, des terroristes. Puisqu'il n'y a pas de différence pour moi entre rebelles et terroristes. Donc, Clovis, c'était un terroriste. Ils disent qu'ils sont les descendants de Clovis. C'est pourquoi Sarkozy dit d'ailleurs qu'ils sont des vrais barbares. Ce sont eux. Mais où a eu la Première Guerre mondiale? C'est en Europe. Mais ce n'est même pas ça la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, en réalité, c'est la guerre franco-prussienne. C'était ça la Première Guerre mondiale. Ce qui nous enseigne comme Première Guerre mondiale, ce n'est pas la Première Guerre mondiale. Mais c'est la guerre franco-prussienne
qui n'ont pas voulu mettre dans le panier des guerres mondiales, bah, c'est une guerre qui a mobilisé beaucoup plus de pays européens. Il y a beaucoup de pays européens, au moins, il faudrait au moins s'appeler ça à défaut des guerres mondiales, puisque le monde entier n'est jamais engagé dans une guerre, c'est une guerre européenne. Mais puisqu'ils ont pour habitude d'appeler leur guerre mondiale, sinon même leur première et deuxième guerre mondiale, en quoi c'est une guerre mondiale? C'est parce qu'ils se battent entre eux, plus le Japon et puis les États-Unis, que c'est une guerre mondiale. Mais attendez, si vous voyez quelques pays impliqués dans cette guerre, par rapport au nombre des États du monde, mais ce n'est rien une guerre mondiale. C'est une guerre européenne. Donc la guerre franco-prussienne, la première guerre européenne, ce qu'ils appellent première guerre mondiale, c'est la deuxième guerre européenne. Ce qu'ils les appellent la deuxième guerre mondiale, c'est la troisième guerre européenne, ce ne sont pas des guerres mondiales. Nous aussi, nous sommes battus entre nous. En Asie, les gens se sont battus entre eux. Et il y avait beaucoup de royaumes et autres qui faisaient alliance. En quoi ça peut être une guerre mondiale? Puisqu'ils se croient, ils se croient être les maîtres de ce monde. Et donc ils sont un peu dans ça. Le peuple d'Afrique, nous avons suivi réellement les différents discours. Tout le monde a fait son discours. Nous avons suivi. Pour certains, ça représente, les discours portent sur des faits vérifiables et autres. Nous avons vu les dirigeants de l'Est, nous avons bien suivi les discours du président Assimi, du président Ibé, des discours très poignants. Nous avons aussi suivi les discours de M. Alassane Dramane Ouattara. Il est fier quand même que son Atchéké, dans un discours à la nation, soit inscrit sur la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Sa fierté, c'est que l'UNESCO reconnaisse Atchéké. Ça, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et M. Alassane Dramane Ouattara, il est fier d'avoir le prix Félix Houphouët-Boigny. Il dit parce qu'il est le garant de la paix ou autre comme Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit, Ouattara, le seul chef d'État de l'Afrique de l'Ouest à avoir déclaré publiquement envoyer des hommes pour faire la guerre au Niger. C'est à lui qu'on a donné ces prix-là. C'est le seul chef d'État. Les autres l'ont fait peut-être à travers leurs ministres ou bien de façon indirecte. Il est le seul à dire qu'il s'apprêtait à aller faire vraiment la guerre au Niger. Et il est l'un des rares chefs d'État qui a envoyé 49 enfants d'autrui dans une mission que lui seul il a les secrets. Ils ont été arrêtés ici comme mercenaires. Il dit qu'il a bénéficié, il a eu le prix de la paix. Ça me fait passer à Barack Obama aussi. Barack Obama aussi, il a eu le prix Nobel de la paix. Pourtant, Barack Obama a détruit la Libye. Jusqu'à présent, nous en connaissons les conséquences. Mais Obama a été prix Nobel de la paix. Et Obama, c'est lui qui a fait entrer la guerre en Syrie. Obama a eu le prix Nobel de la paix. Nous ne comprenons pas c'est quoi cette histoire de prix et autres. Mais c'est aussi ça la géopolitique au niveau international. C'est aussi comme ça. Ça dépend de quel bloc on est, de quelle tendance on est. J'ai dit qu'ils ont proclamé. Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui est déclaré comme un grand démocrate. Il a même été président de l'Union africaine. Pourtant, il a déposé Mohamed Morsi qui avait été élu. Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, lui c'est un militaire, le patron de l'armée en Égypte, qui a pris le pouvoir. Et maintenant, lui aussi, il est considéré comme un grand démocrate. Et si vous comprenez la démocratie qu'on vend aux Africains, peuple d'Afrique, c'est un peu cela. Tant qu'on travaille pour les impérialistes, on est un très bon démocrate. Et dans ces jeux, même, nous avons vu Museveni, son fils, qui est le chef de l'armée en Ouganda, sortir nous faire du buzz façon, et donner un ultimatum à l'ambassadeur des États-Unis ou quoi. Et vous savez, c'est une mise en scène en fait. C'est essayer de lui donner une légitimité. Il est préparé pour la succession de son père, tout comme il prépare le fils de Kagame pour sa succession, tout comme il y a des enfants, Paul Biya, qu'on est en train de préparer pour la succession, tout comme peut-être certains en rêvent un peu partout. Tant qu'on travaille pour les Occidentaux, les impérialistes, on est assuré d'être un monarque. Mais quand on travaille pour l'Afrique, on est un dictateur. On est un dirigeant qu'il faudra combattre.
un pays qu'il faut détruire, un régime qu'il faut renverser. Nous autres, allons-nous comprendre leur jeu ou pas? Nous disons à tous ces dirigeants qui ont fait ces discours, bravo, mais nous demandons aux dirigeants de l'Est de se soustraire même des discours du 31 au 1er janvier. C'est quel genre de tradition ça? Soit qu'ils créent la différence, on fait pour nous les 30 ou bien les 29, ou bien les premiers et les 2, mais de nous afficher au discours, en faisant des discours au même moment que des préfets de la junte macronienne, c'est pas très joli quoi, ça colle pas beaucoup. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. Donc le départ annoncé en grande pompe de part et d'autre, c'est en réalité une réarticulation des dispositifs militaires de la France. Mais il faudrait mettre ça, ils essaient de mettre ça au compte de certains préfets, je n'ai pas dit sont tous des préfets, de certains préfets, pour casser, pour tuer la voix panafricaine dans ces pays. Les souverainistes qui veulent se révolter contre le néocolonialisme pour casser leur ambition, pour faire passer certains préfets comme en réalité des panafricains. Donc c'est une insulte contre le panafricanisme, c'est encore une façon de retarder la lutte de la libération de l'Afrique. Peuple d'Afrique, bonne année 2025, nous vous remercions et à très bientôt.